Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de French Big Baller. Voilà plusieurs semaines qu'on s'était pas réunis messieurs, alors première question, comment allez-vous? Nas? Alors écoute, moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Début du Ramadan, ça se passe plutôt tranquillement. Et puis bon, je suis toujours les actus de la franchise de près. Et puis surtout aussi les playoffs, parce que même si on n'y est pas, il y a des séries intéressantes comme notamment le Cavs Boston dans ce moment. Et puis voilà quoi, du coup plutôt cool. Très bien. Adrien, est-ce que tu as eu le temps de sécher tes larmes après les événements sportifs de cette semaine? Non, non, c'est encore trop récent tout ça. J'ai j'ai encore une couette en permanence sur moi. Non, non, j'ai des frissons partout. Et non, non, c'était pas une bonne semaine sportive. Du coup, je me rattrape en ignorant royalement ces playoffs et en regardant que de la NCAA. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la fin de notre saison, messieurs, la fin de la saison régulière, qui a vu les jeunes pour Préor terminer cet exercice à la 11e place de la conférence Ouest, avec 35 victoires et 47 défaites, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Et donc l'heure est venue, messieurs, de nous pencher sur l'avenir de la franchise et notamment lors des prochaines échéances. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette saison 2017-2018, pardon, et notamment en commençant par vos attentes. Quand cette saison a débuté, est-ce que vous nous voyez aussi haut? Est-ce que ça vous a plu cette saison? Est-ce que vous avez été séduit par le jeu, par les joueurs? Eh ben écoute, Nas? ouais, bon, moi je peux démarrer rapido. Moi de mon côté, alors au final, le bilan me plaît. Moi, le bilan me convient. J'avais de toute façon une grosse interrogation au moment où on a drafté Lonzo, même si c'était un joueur dans lequel j'avais placé beaucoup d'espoir, on n'était finalement pas vraiment capable de savoir ce qu'il allait donner en NBA. En fin de compte, c'est vrai que quand on regarde en arrière, on se dit qu'on a eu aussi beaucoup de blessures à des moments un peu clés, notamment pendant ce mois de décembre un peu délicat avec des échéances très compliquées. Du coup, non, je me dis que ouais, finalement, bon, 37 victoires dans ce contexte-là, c'est plutôt honorable. Et puis je me dis que de toute façon, ça peut que s'améliorer, ça peut que s'améliorer. Là, on avait pas mal de joueurs qui étaient en train encore de se chercher, Ingram, même Kuzma, même et surtout Lonzo. Du coup, non, non, moi, franchement, plutôt content de cette saison, en fin de compte, plutôt content. Voilà. Adrien, est-ce que le classement des Lakers est au-dessus de tes attentes de début de saison? Est-ce que tu les voyais plus haut en playoff? Pas jouer le titre, peut-être? Non, non, j'ai trop espéré les années précédentes pour raccrocher les playoffs de manière complètement irréaliste que non, non, j'avais pas du tout ce genre d'attente pour cette saison. Et finalement, je suis assez content qu'on ait laissé passer un peu de temps entre la fin de la saison et l'enregistrement de ce pod, parce que si on avait dû enregistrer juste à la fin de la dernière rencontre de la saison régulière, j'aurais été peut-être un petit peu amer, parce que les 7-8 derniers matchs ont quand même été très compliqués, et je parle pas seulement parce que j'ai perdu royalement tous les pronostics, mais, mais parce que ça devenait quand même de plus en plus difficile aussi à regarder. Et, alors effectivement, ça fait marrer un peu les roues, mais je pense aussi comme Nas que les blessures nous ont fait du mal, ce qui montre qu'on avait un roster qui avait pas beaucoup de marge. Mais du coup, comment on peut être déçu d'une équipe finalement très jeune, qui c'est longtemps notre seul joueur vétéran qui a beaucoup, enfin qui avait un rôle très important dans l'équipe, c'était Brook Lopez. Sinon, on n'avait que des joueurs qui avaient moins de 25 ans, il me semble. Donc Ellie Holding. comment leur en vouloir et le holding, et comment leur en vouloir, enfin comment ne pas être content que ce roster-là, très jeune, inexpérimenté, ait quasiment eu plus de 10 victoires par rapport à l'exercice précédent. Donc Ouais. non, non, évidemment que je suis satisfait de Et puis cette à l'Ouest saison. aussi, faut pas oublier, hein. Et Faut oui, pas oublier. et tout à fait. Et à l'Ouest, avec pas mal de matchs à la fin où les équipes, elles, se battaient pour quelque chose. Ouais, c'est clair. Contrairement à C'est d'autres clair. équipes qui aiment vanter leur process. Oh putain, ça commence. Envoyez la suite, s'il vous plaît. Ouais. On va passer sur, donc on a parlé du bilan brièvement, mais on va passer aussi sur le contenu, messieurs, puisque que ce soit en attaque ou en défense, on a vu pas mal de choses qui différaient par rapport aux années précédentes. Qui veut en parler en premier? On Alors moi peut oui, parler de la défense. moi je veux bien parler en premier. Et j'ai envie de faire d'abord un Vas-y. disclaimer. Parce que j'ai envie de dire une Aïe. chose, voilà.
pour tous ceux qui pensent que les stats, ça repose sur rien, pour tous ceux pour qui Skip Bayless ou Stephen A. Smith, c'est vraiment le top de l'analyse basketballistique, pour tous les Torquemada du ressenti, bon, vous pouvez rester côté spot et mettre un pouce bleu, mais vous risquez de vous emmerder un petit peu parce que voilà, on va balancer de la stat, et je pense que là c'est le moment, et notamment pour moi j'ai envie d'aborder le point de la défense. Parce que pour moi, le gros changement par rapport à l'année 2016-2017, c'est la défense. On avait le 30e defensive rating l'année passée. Là, on était le 12e. Voilà. Les progrès, avant tout, ils sont là. On a retrouvé une espèce d'envie collective de ce côté-là, comme le montre la distance parcourue en défense. On est l'équipe qui parcourt le plus de kilomètres par match en défense. La deuxième équipe, pardon. Et donc ça, c'était inattendu. Qui aurait parié sur ça avant le début de la saison? Pas moi. Et moi, c'est vraiment mon plus grand motif de satisfaction. C'est vrai qu'on a eu quand même des joueurs step-up en défense. Julius Randle qui était quand même physiquement qui était déjà là mais qui était parfois naïf. Cette saison a fait une grosse impression, même en étant décalé sur un poste qui n'était pas forcément le sien au départ. Et défensivement, c'est vrai que ça a été assez satisfaisant dans l'ensemble, et même Lonzo, que personnellement j'entendais pas à ce niveau-là en défense, a fait vraiment du bon taf. Donc c'est à souligner que oui, la défense côté Lakers, ça existe. Ah mais c'est clair, hein, c'était solide, c'était hyper... C'était, enfin, comme tu disais, moi je m'attendais pas à ce qu'on atteint un niveau aussi bon, honnêtement. Est-ce qu'on parle de la défense? Vas-y. Oui, de la défense, oui, on peut continuer un petit peu là-dessus, parce que, si vous voulez, on peut affiner dans le détail ce qu'on a fait de bien en défense, mais aussi ce qu'on a fait de mal, parce que on a un peu deux visages en défense. Le premier domaine où on est un peu en difficulté, je me rends compte finalement, c'est sur la transition. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la stat développée par Granger McBasketball, donc c'est le DPOE, le Defensive Point Over Expectation. Moi je connais un petit peu, ouais. Donc, pour expliquer un peu aux gens qui vont nous écouter, c'est le différentiel entre comment une équipe performe sur un type d'action par rapport à la moyenne sur ce même type d'action. Et nous, on se rend compte qu'on est en difficulté en transition, ce qui est quelque part peut être corroboré avec le nombre de points qu'on prend dans la peinture, le nombre de points qu'on prend sur turnover, le nombre de points qu'on concède aussi, je crois, même en area offense. Ça, c'est assez... On est assez... Ouais, pas toujours très rigoureux de ce côté-là, et on a aussi pas mal de mal sur la défense du pick and roll. Exactement. Et du porteur de balle. Voilà, sur le pick and roll on n'est pas bon, et en isolation c'est pas bon, ce qui veut dire que dans notre équipe, à part Lonzo, on n'a pas vraiment de joueurs au périmètre qui sont capables de verrouiller ce secteur. C'est assez paradoxal, puisque en même temps c'est aussi au périmètre où on fait preuve parfois grâce peut-être à notre discipline, qu'on fait preuve d'une bonne défense, notamment sur le spot-up. Je crois aussi que ça se répercute sur les pourcentages de l'adversaire à 3 points, puisqu'on a la troisième meilleure défense à 3 points de la ligue. Donc c'est un peu ces deux visages-là, très disciplinés, très volontaires, très solidaires, mais en même temps avec un manque de talent défensif et aussi parfois un peu d'inexpérience. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on se fait... non, vas-y, termine si tu veux, Clément. J'allais dire, ça s'est quand même vu parce qu'en fait, nos baisses de régime en défense coïncidaient souvent sur les absences de Lonzo ou de joueurs, en fait, où dès que dès qu'il manque un joueur dans la rotation, ouais, tes chiffres en pâtissent. Pourtant, ouais, vas-y, Inas, tu veux en c'est juste que nous, en plus, là, au périmètre, etc., pour revenir sur les stats où on n'était pas forcément terrible, c'était... moi, j'ai l'impression aussi que, on peut aimer le choix, qui est un choix assumé par Walton, de, par exemple, switcher sur tous les pics, etc., enfin, sur quasi tous les pics.
Mais on sent quand même que quand une équipe commence à mettre des systèmes en place avec un, voire deux, voire même trois pics, on voit qu'on prend très vite le bouillon, qu'on est vite perdu et que changer c'est marrant, mais si au bout d'un moment tu te retrouves avec un meneur hyper vif qui se retrouve face à Brook Lopez, bah en fait tu donnes des paniers super faciles dans la peinture souvent aussi parce que moi j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup attaquer sur des mismatchs en fait. On se fait beaucoup attaquer sur des mismatchs. Moi je trouve pas que nos joueurs soient particulièrement mauvais s'ils se font attaquer sur un match-up disons correct dans la peinture. Mais c'est vrai que ouais c'est l'un des défauts de devoir beaucoup switcher sur les pics, c'est qu'au final bon, tout n'est pas tu peux pas être parfait quoi, à tous les niveaux et c'est là qu'on pourrait peut-être penser des fois à peut-être un peu moins changer sur les écrans, peut-être penser notre défense un peu différemment. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour moi, c'était quelque chose que j'ai trouvé assez récurrent dans cette saison. Non, en tout cas, tu as raison sur ce point-là, puisque en termes de points encaissés dans la peinture, on en encaisse 49 par match et on est la dernière équipe dans Ouais. les plus mauvais de Ouais, ouais, l'exercice. Donc, moi, je mettais ça en partie sur le fait que tous nos turnovers, on les paye cash. ouais, ça c'est vrai. Mais effectivement aussi, bon, il ne peut pas y avoir que ça non plus, mais oui, peut-être que sur les mismatchs, on les paye plus que d'autres. C'est un ensemble de facteurs qu'il faudrait, Ouais. qui- oui, en tout cas, il faudrait régler pour l'année prochaine. Oui. Bah en fait, moi j'aime beaucoup Ingram et je trouve qu'il a un véritable potentiel défensif. Mais moi, ce qui me gêne parfois un peu avec Ingram, c'est que enfin c'est au final je dis Ingram, mais ça s'applique aussi à Kuzma en fin de compte. C'est que quand ça va vite en un contre un et que les mecs se retrouvent dans un mismatch, ils prennent quand même assez facilement le bouillon, tu vois. Ils tiennent pas très bien la baraque et moi j'ai remarqué que les joueurs assez vifs qui se retrouvent avec Ingram sur eux prennent un malin plaisir quand même à lui rentrer dedans et à attaquer et à agresser quoi, tu vois. Que ce soit pour monter directement au panier ou pour ressortir sur un outlet pass, pardon, pas sur un outlet pass, ressortir sur une passe ou une passe extérieure, quelque chose comme ça, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a du taf, même comme tu disais, niveau talent défensif, je pense qu'il y a du taf à fournir cet été de côté de certains joueurs pour savoir mieux anticiper certaines de ces phases-là et surtout mieux réagir dans ce genre de cas, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a après là-dessus, il faudra faire peut-être le trier selon les joueurs. Par exemple sur Ingram, est-ce que c'est un problème où physiquement il n'est pas encore euh, totalement formé? Ouais, Est-ce qu'il peut encore, tu vois, chercher un brin d'explosivité ouais. qui pourrait l'aider en ISO? Ça c'est une chose. Par contre Kuzma, ou à mon sens, bon. C'est un peu un sujet de blague entre nous par moment, mais Ouais, il n'est pas hyper fit non plus, hein, Kuzma. Donc peut-être que aussi au niveau de l'athlétisme, il pourrait gagner, mais il est quand même mm, plus formé que Ingram. Et pour lui, j'aurais plus tendance à penser que c'est un souci de peut-être de concentration, d'envie, mais même de QI basket, hein, tout simplement aussi, parce que peut-être aussi, oui. ça rentre en compte au final quand même, Mais surtout en défense. il y a effectivement quelque chose à régler pour pas mal de nos joueurs. Enfin, ou du côté de nos joueurs, ou des choses à régler du côté de la free agency ou de la Ouais, draft. ouais, ouais. Qu'on ait vraiment ce spécialiste défensif sur la ligne extérieure. Ouais, Ah ouais, voilà, à alors l'extérieur, ouais. ça fera un sujet à part, messieurs, des sujets à part. Et donc là, on a beaucoup parlé du premier 5, du 5 des titulaires, et on a pointé les efforts défensifs d'Ingram, qui pourraient s'améliorer, mais qui finalement fait une bonne saison défensivement, même si par moment on peut le retrouver à la rue. Parmi les deux recrues qu'on n'a pas évoquées, ou brièvement, il y avait Brook Lopez, messieurs, Ouais. qui nous fait une bonne saison défensive quand même, et qui permet de tenir la peinture. On ne dirait pas comme ça, il y a une réputation qui court sur lui. Comme quoi c'est un mauvais défenseur. Alors certes limité par sa vitesse sur le pick and roll, mais il fait vraiment un bon taf. Est-ce que vous avez un avis sur ces deux joueurs? Parce que j'ai dit Brook Lopez, mais il y en a un autre qu'on a recruté cet été que j'aimerais bien qu'on évoque brièvement aussi. Et bah écoute, Mas, Adrien, je te laisse démarrer Moi, plutôt. sur Brook Lopez, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Clément. Et on rappelait l'importance qu'ont eu les blessures sur notre saison. Et sur la fameuse série de défaites de 9 matchs qu'on a connue en décembre, ben, c'était pas un hasard si Brook Lopez était blessé à ce moment-là.
Et le retour combiné et de Brook et de Lonzo ont permis de retrouver cette force défensive qu'on avait entrevue en début de saison. Donc joueur, oui, fondamental. Et d'autant plus lorsque sur la deuxième partie de saison, on a aussi compris qu'il était aussi un très bon joueur à l'intérieur. On a réussi un peu à rééquilibrer aussi sa responsabilisation en attaque. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais non, oui, je suis d'accord avec ça. Brook Lopez, fondamental dans notre défense. Je suis moins dithyrambique sur KCP. C'est ce que je suggérais. KCP qui jouait quand même après être sorti de Détroit d'une réputation de gros défenseur. Ouais, c'est vrai. Un avis. Ouais, mais comme quoi l'habit ne fait pas le moine, parce que du coup pour les deux joueurs c'est assez impressionnant la différence, je pense. Adrien, est-ce que tu veux nous en parler ou entre qui entre KCP et Brook? Entre la réputation qu'avait KCP avant d'arriver à LA et puis ce qu'il produit finalement. On en faisait un lockdown defender, oui. Ah oui. C'était la grosse répute, quoi. On disait que c'était le meilleur 3&D qu'on pouvait espérer avoir à la free agency. Ouais, je suis pas sûr. À l'époque, peut-être que oui, mais sur le terrain, il a pas, c'est pas ce qu'il a montré en tout cas. Tu vois, c'est ce qui ressort dans les chiffres aussi, putain. Et c'est le problème, moi je dirais, tu vois, en NBA, c'est le problème de la culture du highlight. Parce que t'as un mec qui fait un énorme retour en transition défensive, ou un mec qui va jaillir sur la ligne de passe et qui va faire une grosse interception. Tu vois, ça marque. Mais par contre, tu oublies toutes les fois où il se fait enrhumer en ISO, toutes les fois où dès qu'il y a le moindre écran, il est perdu aussi. Enfin, tout ça tu l'oublies. Et pourtant ça coûte bien plus de points que de l'autre côté il en fait gagner par ses hustle plays ou winning plays, comme vous voulez. Et ça, c'est le problème avec le jugement d'un joueur comme KCP. Il y avait C'est pas KCP pour KCP, mais si tu veux, il y a plein de joueurs comme ça dans la ligue qui ont une espèce de réputation ou positive ou négative et qui est pas forcément justifiée par ce qui se passe concrètement sur le terrain. Il y avait un bilan des interceptions faites par les différents joueurs selon deux types. Les interceptions où le joueur vient couper la ligne de passe et les interceptions où le joueur vole le ballon dans les mains du porteur. Et en fait, KCP ne fait que couper les lignes de passe. Et un certain nombre de fois, il se fait amuser et c'est ce qui ressort dans les chiffres. Tu peux les regarder. Il se fait amuser sur pick and roll, il n'arrive pas à défendre son joueur. Et il est souvent perdu en fait sur les changements de course où il dépassé parce qu'il a trop anticipé sur la ligne de passe. Et c'est assez étonnant parce que comme on le disait, il a une réputation de gros défenseur et même moi personnellement je pensais qu'il nous apporterait beaucoup plus sur ce plan-là. Ah mais c'est sûr que c'est aussi à ça qu'il faut faire attention quand tu regardes la moyenne de steals par match affichée, la moyenne brute d'interception par match de tel ou tel joueur. Moi, je trouve que c'est une stat qui est extrêmement, alors je ne saurais pas dire le mot en français, qui est extrêmement misleading. En gros, qui est vraiment, c'est une statistique qui peut vraiment fausser ce que produit le joueur au final. Et c'est vrai que KCP, il a une bonne réputation. Les mecs, ça fait plusieurs années qu'il tourne à plus d'une interception par match, etc. depuis qu'il est en NBA pratiquement. Mais en fin de compte, moi j'étais un peu déçu de son apport défensif. J'ai été aussi un peu déçu, bon, on n'aura pas l'occasion d'en parler très longtemps, mais j'ai été aussi un peu déçu de certains de ses choix offensifs. Mais c'est vrai que quand tu voyais en défense le nombre de passes qu'il essayait parfois d'intercepter, entre guillemets pour rien, le problème c'est pas uniquement de rater son coupage de ligne, c'est que ça fait bouger tout ton bloc avec toi. Ça fait bouger tout le bloc adverse et ça crée finalement des espaces, ça crée des mismatchs surtout. Et tu te retrouves à avoir des joueurs qui doivent aider alors qu'ils n'auraient pas censé, qu'ils n'étaient pas forcément obligés de l'être. Et des fois, tu as même des joueurs qui se font trap et qui se mangent des possessions à cause de KCP, en fin de compte, à cause de certaines de ses erreurs, tu vois. Et c'est vrai que un peu pas aussi ouf que ce qu'on m'a vendu, quoi, tu vois. C'est comme le délire des burgers du McDo, tu vois. Tu vois une magnifique photo, et par contre le burger il arrive, il ressemble pas à ça, tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé avec KCP, pas ce qui s'est passé avec Brook Lopez, mais voilà. Super analogie d'ailleurs. Hein. Voilà. Ce qui arrive à 10. Un restaurant, fait une ligne de fast-food. Est-ce qu'on passe à l'attaque, messieurs, sans rentrer
comme on se l'était promis un peu sans rentrer personnellement, vu qu'on fera une évaluation individuelle des joueurs un peu plus tard dans un autre podcast. Mais sur l'attaque, en fait, finalement, puisque la défense a été une, une bonne surprise, est-ce que l'attaque en a été de même pour vous? Non. Nas ou Adrien? L'un de vous se décide pour commencer. Je peux me lancer rapido. Moi, je dirais qu'en attaque, ça a pas été ouf, mais je dirais aussi qu'en attaque, on a aussi beaucoup pêché parce que nos joueurs qui avaient le plus gros potentiel de pouvoir bouger, de pouvoir bouger un peu cette attaque, etc. Soit on pas assez joué, par exemple Randall, qui s'est mis à vraiment beaucoup jouer sur la fin, mais qui a pas assez joué en début de saison. Soit aussi par des blessures. Parce que on va pas se mentir, Ingram, il joue quoi? Il joue 59 matchs. Ça fait quand même pas mal de matchs ratés. C'est quand même un de nos arguments offensifs numéro 1 au final. Et c'est peut-être pas notre numéro 1, mais c'est un de nos arguments offensifs les plus élevés. Lonzo, bah pour moi notre attaque allait très bien quand Lonzo était là, elle allait pas bien quand Lonzo était pas là, tout simplement, sans rentrer trop dans les détails. Et Lonzo a aussi raté beaucoup de matchs. Donc je dirais que l'attaque, pas super content dans l'ensemble. Content les matchs où ça allait bien, où Lonzo était bon dans le jeu, qui perdait pas beaucoup de ballons, qu'il en donnait des très intéressants. Mais c'est vrai que d'un côté, on peut pas non plus trop blâmer pour moi ni Walton ni même le roster, parce que ça a été la faute à pas de chance entre guillemets sur beaucoup même de certains road trips. Quand tu voyais les road trips complets qu'ont dû rater Ingram et Lonzo, parfois par intermittence, parfois les deux en même temps, tu disais mais avec qui tu veux finir par composer, quoi? Parce que je veux dire, bon, Kuzma est bon, il met des shoots, c'est gentil. Randall, c'est aussi un bulldozer, c'est super sympa, mais il faut quand même un dynamiseur, tu vois, quelqu'un qui va dynamiser ton attaque, que ce soit Ingram quand il était à la main ou Lonzo. Et malheureusement, on n'a pas pu assez en voir parce que il y a eu beaucoup de problèmes de blessures, quoi. C'est marrant que tu parles pas d'Haïti. Ouais, alors moi, je vais peut-être te laisser en parler du coup d'Haïti. Non, moi j'en parlerai plus tard, mais parce qu'en termes de créateurs qui nous a beaucoup manqué aussi sur la fin de la saison, il se pose là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait Haïti, ouais. Ouais. Quand tu passes de Haïti à Tyler Ennis, tu sens passer. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr que tu te prends une tarte, hein, ça c'est clair et net. Il y avait effectivement Haïti qu'on pouvait ajouter à la liste, mais il y avait finalement même aussi Josh Hart, hein, qui se blesse alors qu'il était alors qu'il était dans une très bonne dynamique en fin de saison. Il y a eu beaucoup de blessures, quoi. En fin de compte, moi je ferai un résumé de notre offense sur cette saison, pardon, sur les blessures, quoi, au final, parce qu'on n'a pas eu de chance, je trouve, perso. Est-ce que c'est la seule raison à cette attaque? Parce que du coup, on termine 22e en offensive rating. On était bien pire en début d'année aussi. Ouais. Je sais plus, on a longtemps trusté les 28e ou 29e places sur cette stat-là. Est-ce qu'il n'y a que les blessures qui influent ce résultat, ou il y a autre chose à incriminer, Adrien? Ouais, il faut peut-être rentrer après dans le détail de notre philosophie de jeu, mais avant peut-être de parler de ça, je reviendrai sur les progrès quand même, sur les progrès, sur le fait qu'on est médiocre, mais c'est vrai qu'on est quand même moins médiocre que l'an passé. C'est clair. Une catastrophe. Et tu disais l'offensive rating, oui, on gagne 3 places, je crois, à l'offensive rating entre 2016-2017 et 2017-2018. Ça se passe mieux aussi sur l'assist percentage, puisqu'on est 17e alors qu'on était 26e. Mais ça c'est quand tu passes d'une équipe qui a un meneur, qui a pas de meneur, à une équipe qui a un meneur. Ça, je pense aussi, tout simplement, tu vois. Je pense que ça aide beaucoup aussi, tu vois. Ouais, mais après t'as aussi d'autres endroits où ça s'améliore un petit peu. Le true shooting percentage, donc la stat qui prend en compte le 3 points pour donner une véritable idée de l'efficacité offensive d'une équipe. On passe de la 25e place à la 19e, c'est toujours pas terrible, mais c'est pas mal. En termes de la part des tirs à 3 points qui sont issus d'une passe décisive, on passe de la 28e place à la 17e. Il y a quand même ici et là des motifs d'amélioration, mais on reste encore une des équipes les moins efficaces sur demi-terrain.
Et c'est pour répondre à ta question, Clémence, et je pense que c'était notre philosophie offensive. Mm. C'est-à-dire pas vraiment de système, et on va se reposer sur les gamins, et sur le talent des gamins. Et quant à un Julius Randle qui marche sur l'eau, qui est inarrêtable pendant une énorme partie de la saison, ok, d'accord, je veux bien, ça marche. Mais quand on a d'autres qui ont beaucoup plus de mal à scorer balle en main, eh ben, ça se ressent sur les chiffres aussi. Alors, j'ai pas envie de taper sur des joueurs que j'aime beaucoup comme Lonzo et Ingram, mais balle en main, c'est pas les joueurs les plus efficaces de la ligue. Non, c'est sûr. Tu vois, par exemple, on a tu le vois sur le nombre sur les pénétrations. On est quand même la 19e équipe de la ligue au niveau du nombre de pénétrations Ouais. tentées par. Mais ça, blame Lonzo, hein. Blame Lonzo, il en rate 50 par match aussi des lay-ups, hein. Donc ça, c'est sûr que... On est 18e au field goal percentage, mais par contre, sur les pénétrations, mais par contre, seulement 21e au niveau des assists percentage et aussi 29e sur les turnovers. Donc c'est dire que se reposer uniquement sur ce que peuvent faire les gamins balle en main et aller vers le cercle, bah, c'est avec nous. Il y avait peut-être C'est pas la bonne solution. ouais, il y avait Ouais. peut-être mieux à faire. Ouais. Non, mais c'est sûr, statistiquement. Mais en fait, mais ça se voit finalement, même au match, hein, comme je le disais. Je pense que Lonzo, déjà, à lui tout seul, il nous fait baisser dans les abysses de ce classement de points convertis sur pénétration. Parce qu'il en a tellement raté, putain, mais il en a tellement raté. Euh, ça a été assez gênant, quoi. Franchement, ça a été assez gênant cette saison. Joueurs, on a parlé des joueurs, on a parlé des blessures. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer du côté de Luke Walton aussi dans la philosophie de jeu proposée? Enfin, non pas dans l'idée de toujours jouer, d'amener un certain nombre de possessions, de jouer up tempo, mais peut-être utiliser un peu plus sur les forces des joueurs. Non, mais on peut en parler du up-tempo. C'est très bien, c'est un bon exemple, le up-tempo. En pace, on était déjà très, très élevé l'année dernière, hein. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Walton. On était Ouais. sixième au pace en 2016-2017. On est passé troisième cette année, mais on a été très longtemps premier, hein. Dire, si on n'a pas cette fin de saison où t'as plus personne dans le roster, on aurait eu la première place. Et ça se ressent sur les types d'actions de notre attaque. Ce qu'on joue le plus, c'est la transition. Mm. On est à 19,51%, alors que la moyenne de la ligue est à 14,81. Mm. Et on doit être les plus nuls en termes d'efficacité sur transition. Il y a un souci. Je veux bien que tu dises, bon, ok, on va accélérer le jeu, on va accélérer le jeu, on va accélérer le jeu. D'accord, mais pour faire quoi? Ouais, mais ça, c'est parce que l'une de ces raisons, des raisons pour lesquelles on n'est pas forcément terrible sur la conversion en transition, c'est aussi parce qu'on n'a simplement pas les joueurs pour, en fait. Moi, je trouve que personnellement, on n'a pas les joueurs pour. Je vois le nombre de transitions gâtées par KCP, par exemple, ou par BI. Moi, c'est vrai que sur ces transitions-là, le seul joueur en qui j'avais vraiment confiance pour aller finir au cercle, dans tout le roster, allez, disons, je vais en donner deux des joueurs, ça aurait été Kuzma et Josh Hart pour moi. C'était les deux seuls joueurs en qui j'avais véritablement confiance sur leur finition en transition. Pour le reste, c'était pas ouf. Bon, Randle évidemment, mais Randle on a aussi beaucoup raté. Donc non, ouais, vraiment sereinement, on n'avait pas finalement autant de bons finisseurs que peut-être ce qu'on imagine et que peut-être ce que Luc imaginait tout court en mettant en place son jeu, quoi, en fait. Je sais pas, ça se discute. Est-ce que je me pose une question sur le pick and roll et sur l'utilisation de Lonzo notamment, est-ce qu'on en a pas un peu trop abusé, notamment par rapport aux qualités de Lonzo? C'est pas forcément sa force première à lui de jouer le pick and roll comme ça. Ouais, mais même tous, hein. Même tous. C'est Lonzo en particulier, mais tous les autres. Et qui est bon dans l'équipe sur pick and roll? Bah, qui était supposé être bon? Oui, mais c'est vrai, c'est ça, exactement. Le seul qui est supposé être bon au scoring et à la création sur pick and roll, c'est Haïti. Mm. Et on a fait quoi? On a surutilisé Lonzo là-dessus. Et Ouais. on a fait du point Ingram par la suite. Pareil, ça se ressent, hein, ça se ressent sur les Nas, Ouais. ton avis sur la question, sur
Est-ce que l'attaque était la priorité des Lakers cette saison ou est-ce qu'on a mis Alors, non, mais priorité non. Mais il a aussi fallu, entre guillemets, en tout cas en début de saison, réapprendre à jouer avec un véritable meneur. J'aime pas 10 D'Angelo gratuitement, tu vois. Mais c'est vrai que D'Angelo avait finalement beaucoup la balle la saison dernière. Enfin, oui, la saison dernière. Et c'est vrai que cette année, l'arrivée de Lonzo Ball a un peu tout changé parce que on avait un meneur qui était cette fois-ci plus scoreur, mais altruiste, voire trop altruiste. Du coup, pour moi, en fait, c'est comment vous dire, c'est un équilibre qu'on va trouver, je pense, petit à petit. Je pense qu'une saison, c'était peut-être trop light pour qu'un mec comme Lonzo trouve comment vraiment bien faire jouer son équipe et fasse vraiment et un équilibre de bons mauvais choix positif. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Je pense que ça va s'améliorer et à mon avis, on, on a vraiment une grosse marge d'amélioration et un vrai potentiel d'amélioration qui est quand même réel, tu vois. Du coup, pas la priorité. Est-ce que c'était la priorité de Luke Walton? Franchement, je dors pas avec lui, donc je suis pas capable de dire, tu vois. Maintenant, bon, je me dis que ça sera mieux. Ce sera mieux si on lui offre déjà Alonso une superstar, on espère. Peut-être Paul George, peut-être Kawhi, on verra. Peut-être pas d'ailleurs. Mais non, mais je pense que c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. après, ça reste quand même rassurant, puisque enfin, je regarde les chiffres de l'offensive rating sur toute la saison et selon les mois. Et en fait, grosso modo, ça suit quand même les blessures, mais on a quand même une amélioration qui, tout au long de la saison, avec notamment un pic sur les mois de février ou mars, où là, c'est à ce moment-là où on fait une série assez impressionnante par rapport aux victoires. Ouais, Et le recrutement d'Azaya aussi. ouais. Et c'est là on a tout le monde, hein. Et c'est là on a tout le monde de dispo. Oui, c'est ça. Après, c'est Ah, vraiment mais on cette en arrive période. toujours au fait qu'on n'a pas la profondeur nécessaire non plus pour prétendre à être un top 10 d'offensive rating tout en gardant une bonne régularité aussi en défense, tu vois. En fait, je pense qu'on a un roster qui est taillé pour pouvoir très très bien jouer, plutôt mieux jouer que la moyenne sur l'un des deux côtés du court, tout en devant entre guillemets sacrifier un peu de l'autre côté, quoi. En fait, pour moi c'est aussi lié à la pauvreté. J'aime pas trop dire ce mot, mais à la pauvreté du roster aussi, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la saison prochaine? Un recrutement, notamment en profondeur, en quantité de joueurs pour éviter les blessures ou on re-signe les mêmes? Est-ce que, je sais pas. Moi, j'ai envie d'un recrutement, mais dans le coaching staff. Ouais, Ah, Ouais. ok. des scénarios Parce se que suffisent. si tu veux la question de la superstar, ok, non, je vais pas cracher dessus, hein, si on nous en donne une, mais regardez ce qui s'est passé au OKC. Ils en ont eu deux, on va dire, de superstars cette année, et ça a vraiment pas bien joué. Et ça a pas bien joué. Mm. Est-ce que c'est entièrement la faute de Donovan? Probablement que, enfin, en tout cas, il doit être responsable de ça, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que si t'as une superstar, mais que t'as pas derrière la créativité pour la mettre en valeur, tu vois, c'est donner de la confiture au cochon, hein. Après, Ouais, c'est c'est comme on vrai. disait, comme on disait entre nous, il faudra réfléchir à la superstar qu'on espère attirer. Il faudra qu'elle fit avec le système, etc. Mais il y a un ou deux joueurs intéressants, un ou deux noms intéressants qui pourraient coller pas mal à notre effectif, non? Mais alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que à la limite, si on devait rester avec notre degré-là, tu vois, avec nos schémas très approximatifs, c'est plus un LeBron qui serait adapté qu'un Paul George. Parce que si Paul George, tu le transposes de OKC à ces Lakers-là avec les mêmes systèmes qu'on a eu cette année, ça va pas être bon, hein. Ça va pas être bon. Parce qu'en gros, Ouais. en gros, Luc va lui faire le rôle de Ingram, en disant que, ok, bah, débrouille-toi après un temps. Prends ton écran, vas-y, débrouille-toi. Et c'est pas forcément là où il est le meilleur non plus. Ouais, non, mais c'est vrai que là, par contre, je te rejoins un petit peu. C'est que effectivement, il va peut-être. Mais bon, en même temps, entre nous, cette discussion, je pense qu'on l'a eu aussi eu tout le long de la saison, d'abord entre nous et puis même ensuite sur certains podcasts. C'était que tactiquement, par moment, offensivement, tu as l'impression que c'est quand même un peu pauvre, que ça travaille finalement pas 150 systèmes différents à l'entraînement. J'exagère un peu, mais ça doit même peut-être même pas en travailler 10 différents. Du coup, c'est sûr que
De toute façon, si on veut faire jouer un mec comme Paul George, qui est pas forcément ce genre de superstar qui aime particulièrement avoir la balle, c'est plutôt un mec qui aime bien qu'on se procurer des tirs faciles, qui se les procure seul ou avec l'aide de ses coéquipiers. Mais c'est sûr que sans schéma, de toute façon, il va rien se procurer du tout, hein. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, un mec comme LeBron, qui lui aime bien avoir la balle, qui lui aime bien dicter le tempo, etc., il serait plus adapté. Maintenant, moi j'aime beaucoup LeBron, mais j'ai toujours des doutes sur comment réussirait un LeBron dans un système avec une grosse vitesse de jeu, un gros volume de jeu qu'impose Walton, quoi. Moi, je verrais en fait finalement Walton s'écraser si jamais un LeBron devait venir, en tout cas dans la philosophie de jeu, pour que ça puisse matcher et pour que LeBron soit content, quoi. Parce que il joue un peu aux antipodes que de ce que propose LeBron. Et puis même LeBron est plus aussi très très jeune. Il peut pas assumer, je pense, un jeu aussi volumineux et aussi rapide qu'exige Walton sur toutes les possessions, sur tous les matchs d'une saison, quoi. Tu vois. Après, je sais pas. C'est comme on en arrive toujours à un point finalement assez critique, c'est qu'il va falloir tôt ou tard commencer à se pencher un peu plus sur les systèmes de jeu et sur avoir une philosophie de jeu, mais aussi pouvoir implémenter certains systèmes qui te permettent de trouver des solutions quand ça va pas forcément bien, quoi. Quand t'arrives. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, là, si on doit recruter quelqu'un, c'est au niveau du coaching staff, un mec qui soit extrêmement réputé dans ça. Ouais. Tu vois, à la limite, Ouais, je peux pardonner à Walton de ne pas être, comment dire, le grand génie tacticien à la Stevens. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais il faut que tu aies un mec qui soit excellent dans ce domaine-là à tes côtés. Et je sais pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on a ce mec-là dans notre coaching staff. Je les aime bien, hein. Ils ont tous l'air sympas. Dans le développement des joueurs, ça a l'air d'être assez... ils font du bon boulot, il n'y a pas de souci. Mais il est où le génie? Tu vois, aux Warriors, même si on va dire que Kerr est un grand entraîneur, mais Kerr, il a au moins 2 gars derrière lui qui sont en béton armé à ce niveau-là. Tu vois, un mec comme Jaron Collins, il est connu pour être un génie offensif. Il a aussi son mec là en défense dont j'ai oublié le nom, là, un assistant coach qui est assez âgé, mais voilà, les mecs sont connus pour ça. Nous, c'est qui les mecs qui sont spécialistes de l'attaque? Mermus? Tu vois, c'est peut-être lui notre top, je sais pas, j'en sais rien, c'est une question que donc j'aimerais bien, voilà, une addition là-dessus. Ça suffit qu'il recrute tous ses potes de Arizona. D'Arizona, j'allais dire. Voilà, tu vois. Ok, c'est sympa, dire ça, ça forme des grands joueurs, enfin des intérieurs qui savent pas défendre, Arizona, c'est cool, mais non, ouais, que ça finisse aux Kings, tout ça, mais bon bref, bon là je mets. Oh putain de merde. Là je m'égare, mais vous avez compris. Ça tire à balles réelles. Parce que du coup, pendant cette saison, on nous a pas mal reproché qu'on puisse critiquer Walton sur son coaching, etc. Pour aller dans l'extrême et poser une question un peu con. Mais alors, Jamy, est-ce qu'on pourrait pas virer Luke Walton? J'ai envie de te dire, Fred, oui. On pourrait, mais on le fera pas. On pourrait dans le sens que c'est pas blasphématoire de se dire que on pourrait trouver mieux comme coach que Luke Walton. Tu vois, c'est pas... tu vas te mettre beaucoup de fans qui ne suivent Ado, mais moi je suis aussi d'accord avec toi. Franchement, c'est pas le meilleur coach ni le coach avec le plus d'espoir. Enfin, je fonde pas le plus d'espoir sur une carrière de coach NBA dans Luke Walton, hein, clairement. Voilà. Après, il se posera la question de est-ce que c'est le bon moment pour lui dire au revoir ou pour essayer de choper un coach un peu plus en accord avec l'effectif, ou est-ce qu'on a le temps? Et je pense personnellement, il y a encore 2 ans de contrat. C'est ça, donc je pense qu'on a encore le temps. Et je pense que malgré tout, tu vois, vu les progrès qui ont été, parce qu'on parlait des progrès, bon, Walton a dit, avait dit dans le training camp que bon, les gros progrès qu'il fallait faire, c'était en défense, c'est la priorité. Et bon, oui, effectivement, on a progressé en défense. Donc quelque part, il a peut-être rempli son pari. Donc à mon avis, il a une telle cote
d'amour au sein du front office que ils vont pas le virer. Et moi, ça me choque pas non plus qu'il le vire pas. Tu vois, c'est pas que je demande la tête de Luke Walton, c'est juste que j'ai beaucoup de doutes. Ça, c'est peut-être un point sur lequel il faudrait clarifier par rapport aux personnes qui nous suivent et qui pensent qu'on fait du Walton bashing pour le plaisir de faire du Walton bashing. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a vraiment de sérieux motifs de douter de son upside en tant qu'entraîneur. Si vous voulez, on peut jouer d'ailleurs, si on peut prendre un peu le temps de jouer là-dessus. J'étais retombé sur l'article là, de Crenji qu'il avait publié sur Forum Blue and Gold, et où il mettait les 7 clés, il avait détaillé les 7 principes pour avoir une très bonne attaque. Et, je vous les pose, hein, et vous me dites si c'est le cas ou pas, si c'est le cas ou pas chez nous. Hein. Alors d'abord, c'est préférer une action au mouvement. Dire, tu vois, que des joueurs fassent pas un écran ou cut. Est-ce que vous voyez les Lakers faire beaucoup d'écrans ou de cut? Non, ni l'un ni l'autre, franchement. Mais bon. On est d'accord, hein. Non, on est complètement d'accord. Deuxième principe, avoir des actions sur le côté sans ballon. Est-ce que vous en voyez? Non, bah non, c'est super statique, quoi. C'est super statique, c'est sûr, parce que c'est pas terrible. Ensuite, le troisième, c'est donc oui, exécuter l'action d'une bonne manière. Ça, Bah, bon, oui. ça se discute, disons. Ouais, voilà, oui, ça, exactement, ça se discute. Ensuite, est-ce qu'on a des actions synergiques, c'est-à-dire où tout le monde fait ce qu'il doit faire en même temps? Bah non, mais ça, non, mais ça d'un côté, alors comment t'expliquer? Je dirais que c'est un peu l'inexpérience qu'a Walton toujours en tant que coach. Il a quand même finalement une jeune carrière en tant que maître d'orchestre principal, tu vois. Du coup, je me dis que bon, ça, c'est sûr que, en fait, ça pour moi, cette histoire de synergie, c'est vraiment une histoire d'expérience. C'est pas vraiment véritablement une histoire de système et de machin. C'est une histoire d'expérience. Évidemment un peu de surpassement, mais bon, je pense pas que Walton soit un débile fini, qui soit pas capable de s'améliorer sur la durée, tu vois, loin de là. Mais ça, je pense que ouais, c'est une question d'expérience, à mon avis. Moi, je te le relis tout simplement au deuxième point, et voire même au premier deuxième point. Étant donné qu'on n'a pas vraiment d'action dans nos systèmes, et que encore moins on a d'action du côté opposé, c'est sûr, c'est compliqué d'avoir, tu vois, une action synergique. Fluide. Non mais oui, c'est sûr. Ouais. Alors, Ouais, non mais c'est sûr. cinquième principe, spacing et l'utilisation à bon escient du personnel. Ça, limite, oui. Bon, du spacing, on en a, hein. Oui. Franchement, du spacing, on en a. C'est plutôt bien utilisé. C'est assez rare quand même que ça se marche sur les pieds au périmètre. Sixième, arriver à cacher ou à déguiser les actions. Enfin, tu vois, les schémas qu'on va exécuter. Bon, bah là, des schémas, on en a déjà pas beaucoup. Donc, voilà, donc bon, masquer quelque chose qui n'existe pas, je veux dire, non, bah ça c'est sûr que ça fait un critère qu'on remplit pas forcément, mais ça malheureusement c'est aussi parce que des schémas on en a pas tant que ça en fin de compte. Et dernier critère, c'est avoir pas mal de contre-schémas, tu vois, de contre-actions. Dire si la défense lit notre attaque, est-ce qu'on a des contre? Un plan B quoi. Ouais, un plan B. Déjà qu'on n'a pas de plan A. Ouais, voilà, on n'a pas de plan A, hein, donc le plan B, le plan B. Ouais. Ball à Randle. Ouais, c'est vrai que le plan B, ça a été pas mal Ball à Randle en vérité. Ça a été pas mal Ball à Randle. En fait, on a aussi beaucoup de plan B sur des pas. Je sais pas la stat, mais on a tapé pas mal de rebonds offensifs. Je crois qu'on a marqué plus de second chance basket que la moyenne. Ça, c'était malheureusement pas un plan B, mais c'était aussi l'une des raisons pour laquelle notre offense a pas été aussi abyssal que ce à quoi on pourrait s'attendre. Parce que c'est vrai que cette histoire de pas avoir beaucoup de systèmes, ça pose des soucis en vérité. Et j'espère que comme tu disais, potentiellement recruter quelqu'un en mesure de nous améliorer sur ce point-là, ou enfin voilà, vraiment insister sur ce point-là pour s'améliorer dans le futur, parce que on a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Alors, Crenji, lui, il est vraiment très... ça, parce qu'après, bien évidemment, il a tout un système après de classification de l'attaque qu'il faudrait... Enfin, si ça vous intéresse, je donnerai le lien en commentaire.
Mais alors lui, pour le coup, il a un peu détaillé tout ça avec un système de notation de notre attaque, et c'est très 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 sévère vis-à-vis de Luke Walton, hein. On est entre le mauvais et le moyen. Et Ouais. justement, enfin, ce qui pointe à chaque fois, c'est le fait que, bah, oui, il n'y a pas beaucoup de créativité, et puis en fait, on met quasiment, à part ce que fait le porteur de balle, il n'y a rien qui se passe, ou très peu de Ah non, mais choses. rien qui se passe, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et bah, c'est c'est et sûr. c'est un gros souci. Et c'est un gros souci. Donc moi, ma question par rapport à l'année prochaine, c'est est-ce qu'on va enfin se mettre dans le sens de la NBA moderne, tu vois, dans Ouais. le sens de où on va, et est-ce qu'on va enfin voir du beau basket? Ouais. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, là, pour le coup, complètement. Messieurs, ça va être l'heure de conclure donc sur ce bilan collectif, sur Ouais. cette saison satisfaisante. On a pointé du doigt certains secteurs à améliorer et puis on va pouvoir revenir dessus lors des prochains podcasts, Yes. notamment lors du prochain où on fera un bilan des joueurs, une évaluation individuelle des joueurs qui ont pu jouer sous le maillot des Lakers cette saison, que ce soit Lonzo Ball ou Gary Payton deuxième bilan. Euh, Pas de pronostic cette fois-ci, ça laissera l'occasion à Adrien de ne pas perdre. Voilà. Voilà. Un C'est petit mot parfait. pour la fin. Pas de flop ni de top Non, bah, pour le moment, mais un petit mot pour la fin, messieurs. Adrien, par exemple. Ouais, ouais. J'aimerais vraiment que Ayton aille aux Kings. ok, c'est dit. Ça, c'est dit. Moi, j'ai pas de mots en particulier, hormis remercier tous ceux qui vont nous écouter, comme d'habitude. Puis bah voilà, hein. C'est tout. C'est tout pour moi. Moi, je vais finir sur un libéré Jordan Clarkson. Merci beaucoup, messieurs, pour cette soirée. Et, Merci à merci toi. à vous, auditeurs, de nous écouter. Et on se retrouve prochainement pour un énième numéro de French Big Ballers. Eh ben, Voilà. super. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.